Maintenant, chers amis, nous allons rester bien sûr sur la solidarité, on va dire un peu plus dématérialisée. Donc, Aline, je te laisse t'exprimer sur ce sujet. Chers auditeurs, chères auditrices, bonne écoute. Allons-y, moi, comme David l'a annoncé, je m'excuse d'abord parce que j'ai tendance à parler très vite et je vais faire un effort. Je vais vous parler de la solidarité dématérialisée. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu que en fait, depuis la fin de l'année 2019, la EPCR, elle travaille en partenariat avec la CAF de Paris et deux associations qui sont Florimont, qui est une association située dans le 14e, et la Corderie du Grand Belleville dans le 20e. L'idée, c'est d'aboutir à la création d'un réseau des espaces de vie sociale sur le territoire et éventuellement d'envisager un accompagnement plus pointu des EVS qui sont parfois très isolés contre leur gré. Donc l'association REVS, donc, qui signifie Réseau des espaces de vie sociale parisiens, a vu le jour en novembre 2019 dans l'objectif d'impulser une nouvelle dynamique sur le territoire parisien en prenant appui sur des formes de mobilisation des acteurs locaux sur les territoires. L'EVS a notamment pour objectif de mutualiser en fait les ressources de chaque EVS, ainsi que les difficultés et les besoins de chacun dans notre période induite par la fermeture obligatoire des associations, pour se soutenir et avancer ensemble, comme souligné par un célèbre proverbe africain qu'on cite très souvent. Tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Dans le contexte actuel, il n'est pas possible de se retrouver et d'aller au contact des autres. Donc, on a pu, nous, dans le cadre de ce projet, contacter les EVS par téléphone pour prendre connaissance et mettre en avant aussi les mesures et les initiatives qui sont prises par chacune d'entre eux, parce que c'est un espace. Sur les 47 EVS concernés sur le territoire parisien, on a pu recueillir l'information de 39 d'entrées, 8 n'ayant pas pu encore être contactés pour diverses raisons qui sont les difficultés actuelles. Les échanges furent très très riches, étonnamment très très riches. J'ai été moi-même surprise et particulièrement révélateurs. Les grandes lignes qui ressortent de ces entretiens, c'est que les espaces de vie sociale jouent un rôle majeur en fait dans le lien social et l'action sociale. Donc ce sont eux qui connaissent les besoins et les difficultés de leur public. L'éloignement dû au confinement, ça a été une épreuve difficile des deux côtés, autant pour les associations, mais aussi pour les publics qui, au quotidien, ont besoin des différentes actions. Et donc, les EVS, elles ont mis en place diverses actions pour s'adapter à la situation et accompagner ces publics, bien entendu, avec les moyens mis à leur disposition. Donc, on a vu de l'information, beaucoup de passages d'informations à la fois internes et externes, beaucoup d'accompagnement à distance, du suivi personnalisé, de l'aide aussi auprès des personnes isolées, des ateliers culturels, artistiques ou même sportifs, en inventant aussi de nouvelles formes d'action. À titre d'exemple, il y a beaucoup de VS qui se sont lancés dans la confection de masques. Pour donner un exemple plus concret, l'association Quartier Saint-Bernard ou encore les couleurs du pont de Flandre, ils ont organisé sous l'impulsion de leurs adhérents des ateliers de couture pour fabriquer des masques et les distribuer aux familles. Il y a également des EVS comme les cafés associatifs. J'ai en tête là le 3e café qui a poursuivi une distribution des repas pour ceux qui sont dans le besoin. Globalement, la majorité des associations, elle a gardé un lien avec ses adhérents, à commencer bien sûr par des échanges téléphoniques ou voire par mail ou Skype ou beaucoup de moyens qui permettent de rester en contact à distance. Celles et ceux aussi qui effectuent habituellement des missions d'accompagnement à la scolarité parviennent à poursuivre leur mission à distance auprès des familles. Notamment, c'est plus évident auprès des collégiens ou des lycéens, parce qu'ils sont quand même assez autonomes vis-à-vis des outils numériques et c'est plus simple. Même voire pour l'accompagnement des élèves de primaire, mais c'est vrai que c'est un élément ça qui peut rester un peu complexe parce que c'est notamment dû au matériel numérique mis à disposition dans les foyers ou même tout simplement la maîtrise des outils numériques, ce qui n'est pas évident pour toutes les familles.
Sans oublier évidemment aussi les EVS qui ont des bénévoles, des personnes qui font les courses pour les personnes âgées ou les personnes dans le besoin. Et aussi sans oublier celles et ceux qui poursuivent leur mission auprès des habitants pour lutter contre toute forme d'isolement. Donc bien sûr, même si j'ai dit beaucoup de choses et que je parle vite, j'en suis consciente en même temps que je parle, la liste, elle n'est pas exhaustive. Globalement, on observe des activités éducatives, de liens sociaux à distance, de l'accompagnement des seniors et des personnes isolées, également de l'accompagnement pour les publics en difficulté, voire même de l'accompagnement à l'emploi pour les femmes, par exemple, de plus de 45 ans avec l'association Florimont. En somme, on peut retenir de cette expérience que la solidarité, elle n'est pas envisagée comme une idée neuve, comme une création ex nihilo, quelque chose qui serait apparu avec la situation actuelle. Je dirais tout simplement que si elle se manifeste aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'exerce de manière quotidienne, au final, au sein des quartiers, dans des espaces dédiés qui permettent à chacun et à chacune de partager, de s'entraider quotidiennement pour aller ensemble toujours vers davantage de tolérance. Merci de m'avoir écouté. Un grand merci à toi, Aline, pour ces superbes informations, ces initiatives aussi belles que les autres. Voilà, maintenant, je laisse place aux questions et réactions du public. N'hésitez pas à questionner Aline. Alors, j'ai une question pour Aline. À partir des actions menées de manière dématérialisée, je pense que du coup, il a été peut-être constaté des manques, des failles. Qu'en est-il de notre, voilà, de la manière dont les familles se saisissent de ce travail mené par les associations et à quelles difficultés sont-elles confrontées? C'est vrai que je suis un petit peu passée rapidement sur les difficultés parce que j'ai surtout voulu mettre en avant les actions de solidarité, donc le positif. Mais c'est vrai que faut pas oublier qu'il y a pas mal de difficultés aussi. Les difficultés qu'on a pu repérer, c'est la première à laquelle je pense, c'est les difficultés dues aux outils numériques que j'ai brièvement évoqués. Parce qu'on s'est rendu compte que les outils n'étaient pas toujours maîtrisés par tout le monde, parce qu'il y a quand même une énorme fracture numérique aujourd'hui. Et tout simplement aussi des choses auxquelles on ne pense pas, puisqu'on a l'impression que tout le monde est équipé. Il y a quand même de nombreuses familles qui sont, sans jouer avec les mots actuels de l'éducation nationale, au bord du chemin. Ils sont vraiment, il y a des outils qui sont liés du coup au niveau du numérique. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les personnes qui se retrouvent au chômage, qui se retrouvent avec encore moins de moyens. Il y a ces difficultés-là. Et aussi au niveau des codes, ne pas l'oublier, les devoirs qui sont bien sûr, et ça je tiens à le souligner, c'est vraiment une très belle initiative de l'éducation nationale et merci à tous les enseignants qui le font parce que c'est pas une tâche facile. Mais il faut aussi penser qu'il y a de nombreuses familles qui n'ont pas forcément les capacités attendues, les codes scolaires comme on dit. Et donc il y a aussi ces difficultés-là qui sont très dures à anticiper pour le niveau primaire. Ouais. Après, moi, je pensais aussi au café associatif. C'est vrai, il y a beaucoup d'associations qui, en fait, on vit tous sur le terrain. C'est notre force d'action, quoi, d'être sur le terrain. Donc, ça devient compliqué tout de suite d'être à distance. Et il y a beaucoup d'associations qui travaillaient essentiellement sur le terrain. Je pense aux recycleries, notamment, qui, elles, ne peuvent plus, en fait, faire à distance parce qu'il n'y a plus d'entrée dans les magasins. Enfin, faut vraiment, enfin, si on peut appeler ça un magasin, hein, mais c'est des choses qui ne peuvent pas forcément se faire à distance. Et il y a aussi les EVS qui sont constitués que de bénévoles ou qui ont très peu de salariés. C'est très compliqué d'assurer, de maintenir un télétravail. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi des difficultés à prendre en compte. Bon, merci à toi, Aline, pour ces précisions. Y a-t-il d'autres réactions, d'autres questionnements? Une question à Aline. C'est Aline, hein, je ne me trompe pas? Oui. Voilà, Oui. ça aurait été pour savoir, nous sommes combien de cafés associatifs qui participent à l'initiative sur Paris, là, dans le cadre des EVS ou... Ouais, il doit y avoir une dizaine de cafés associatifs. Ok. Il doit y avoir une dizaine à peu près. Ouais. Ouais, parce que nous sommes un peu tellement à la tâche tous les jours, là.
dès 8h, 8h15 le matin. Nous sommes un peu plus au fait des actualités. On n'a plus trop le temps de s'informer là. On est la tête dans le guidon. Et voilà, c'est à titre indicatif, c'est intéressant de savoir que nous sommes que Paris est très solidaire. Voilà, ça porte chaud au cœur. Exact. Et un petit clin d'œil aussi, puisque beaucoup d'habitants m'en ont parlé, la newsletter de la mairie du 20e est une mine d'or. Hein. Il y a énormément d'éléments et beaucoup d'habitants m'en ont parlé. Hein. Donc, je tenais quand même à le souligner parce que, du coup, c'est très bien, c'est-à-dire on ne se sent pas coupé du monde. Moi, je vois quelques bénévoles qui sont un peu confinés chez eux. Ils m'ont dit c'est super la newsletter parce que ça nous permet de suivre de très près un peu ce qui se fait dans le quartier, etc. Et très heureux de savoir qu'il y a énormément de choses qui se font. Hein. Super. Merci à vous tous. Maintenant, nous allons faire un petit point conclusion avec Monsieur Yaya sur la thématique donc, de la solidarité. Donc, Yaya, à toi la parole. Bonne écoute. Merci. Alors, Aline avait un peu lancé le débat. L'idée, c'est qu'effectivement, nous sommes très heureux de savoir qu'un élan de solidarité a soufflé sur l'Hexagone, hein, où en plus, c'est un élan de solidarité qui est très signifiant, où il y a du sens. Hein. L'idée, c'est d'aider le personnel soignant, la police, les vigiles, les personnes qui interviennent, qui font de telle sorte que la vie continue. Et puis, bien sûr, on est très heureux de savoir à quel point notre société n'est pas fataliste ou ne subit pas hein, des situations aussi difficiles et parfois tragiques pour certaines familles. Il n'en demeure pas moins que, je pense qu'Aline l'a dit, et moi je le redis sous une autre forme, nous n'avons pas vu naître une génération spontanée du Covid-19 qui vient donc s'inscrire dans un élan de solidarité. Je rappelle que nous sommes un pays où il y a un nombre d'associations très important. Hein. Il se chiffre entre 1 million et 1,5 million. Vous pouvez aller voir sur le site de association.gouv.fr. Hein. 1 million, 1,5 million d'associations. On a en gros 15 millions de bénévoles. Hein. On a aussi à peu près 2 millions de salariés, des usagers, donc des adhérents, des personnes qui participent à la vie de l'association, en tout cas ou qui en bénéficient, on en compte autour de 20 millions. Hein, donc c'est un tiers de la population. Et par ailleurs, parmi les 15 millions de bénévoles qui donnent de leur temps, il faut savoir que 1 sur 5 a moins de 25 ans. Donc, élément important. Et puis, 3 bénévoles sur 4 s'investissent toute l'année. Et 1 bénévole sur 3 intervient dans plusieurs associations. Hein. Et en gros, les bénévoles hommes et femmes se répartissent à peu près équitablement. Il y a à peu près du 50%. Et 1 bénévole sur 3 est célibataire. Alors, autre chose aussi, élément important du site, c'est il y a à peu près 1/3 des personnes qui donnent de leur temps. 1/3 n'a pas forcément de diplôme. Hein. Donc, contrairement aux idées reçues, hein, où c'est plus les diplômés qui interviennent ou plus les retraités, on se rend bien compte qu'il y a à peu près de tout. Là où on peut parler véritablement de mixité sociale, c'est dans le bénévolat. Hein. Voilà, et à peu près, on va dire 1/3 intervient dans le social, hein, et à peu près la même chose, à peu près dans le sport. Hein. Donc voilà pourquoi je donne ces éléments-là. C'est pour rappeler que notre société,
elle est innervée par un gros tissu associatif avec une grosse implication des citoyens de notre pays. Et c'est parce qu'il y a tout ce travail qui est fait au jour le jour, dans le quotidien, auprès des personnes en difficulté, auprès des enfants, auprès des adultes primo-arrivants, auprès des personnes âgées, c'est parce qu'il y a déjà une pratique associative d'engagement, etc., que tout naturellement, lorsqu'il y a une grosse difficulté sociale ou une grosse crise comme celle-là, donc une crise sanitaire, on se rend bien compte que tout ce tissu-là se met en branle et peut-être que les médias s'arrêtent plus à ce moment-là sur ces initiatives-là, qui sont d'ailleurs à saluer, mais n'oublions pas que ce sont des millions et des milliers et des millions d'initiatives qui sont prises tous les jours à l'abri des caméras, dans l'ombre, et qui apportent énormément à notre société. Donc, aussi peut-être une bonne chose, c'est de se dire qu'il faut arrêter de parler de société individualiste, qu'on a tendance souvent à entendre, et que nous devrions être fiers de la manière dont tous les citoyens de France participent à la vie sociale et à la vie de notre pays. Voilà un peu là-dessus que je voulais finir, parce que il me semble que il est important de ne pas oublier ou de ne pas perdre de vue que notre société fonctionne grâce à l'implication de chacun. Nous sommes le génie social, il existe et il fait de telle sorte que toutes les fractures, toutes les difficultés rencontrées par de nombreux publics sont atténuées grâce à l'implication des uns et des autres. Et nous avons bien vu comment Christiane et Thierry ont présenté l'action qu'ils ont menée pratiquement du jour au lendemain en se disant tiens, il y a un besoin, hop, on y va, et puis on verra ensuite sur le chemin. Voilà, donc un coup de chapeau à toutes les personnes qui participent activement chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour faire vivre nos sociétés, la faire grandir de telle sorte que chacun puisse trouver sa place et soit heureux dans notre société. Voilà, David, je te laisse la parole. Merci. Yaya, merci infiniment pour cette magnifique conclusion, parce que c'est vrai que quand on entend certains, on les entend dire regarde, la solidarité, elle a émergé grâce au Covid-19, alors que non, c'est vrai que cette solidarité est bien présente, et cela depuis très longtemps. Donc voilà, vraiment merci pour ces belles précisions. Alors maintenant, questions et réactions du public. Est-ce que vous avez des choses à dire, à demander, des questionnements? N'hésitez pas, à vous la parole. Je pense également que Yaya a tout dit. Et si je rajouterais quand même une chose, c'est juste qu'en cette période dure, c'est très difficile, même vraiment compliqué. La solidarité, en fait, elle se montre plus. Elle a toujours été présente en soi, mais on la voit plus aujourd'hui qu'avant. Moi, je pense que c'est juste ça. Et je pense que c'est important de continuer à la montrer parce que c'est justement dans cette dure période que ça fait du bien de voir ça. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Parce que je pense que Léa, ce que tu dis, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, ça prend une telle dimension, parce que le fait du confinement, ça nous rassure tous de savoir que ça bouge quand même. Oui, voilà, c'est important. Psychologiquement, c'est important de se dire que la société vit, en fait, elle continue à vivre, à aider, etc. C'est ça.
C'est complètement ça. C'est qu'on sait qu'on peut compter sur les autres et les autres savent qu'on peut compter, qu'ils peuvent compter sur nous. Ouais. Et en fait, avant, on s'en rendait pas forcément compte avant ce confinement. Et c'est que aujourd'hui que on prend conscience de toutes ces choses, de l'importance de tout ça, de ces gestes, de ces choses, moi je pense que c'est plus ça que Oui, c'est vrai. voilà. Alors après, il ne faut pas l'oublier parce que quand il y a eu le terrorisme, il y a eu aussi un grand élan de solidarité. Exactement. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des situations difficiles, l'élan de solidarité a été peut-être beaucoup plus médiatisé. Et du coup, il prend toute son importance. Voilà, parce que c'est rassurant aussi de se dire, tiens, la vie n'est pas à l'arrêt, parce que sinon on a l'impression que plus rien ne se fait. C'est très rassurant, psychologiquement, je pense que c'est important aussi. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, c'est parce qu'il y a déjà une solidarité active. C'est pour ça qu'elle se manifeste dans ces moments-là, c'est parce qu'elle existe déjà. Et peut-être elle se manifeste d'une manière un peu plus forte, mais peut-être aussi parce qu'il y a une lumière qui est mise dessus, et du coup, voilà, on découvre que sa vie, que les liens sont assez forts, qu'il y a du lien social, il y a des actions menées, etc. C'est totalement ça. Et moi, je trouve que ça fait un bien, vraiment un bien fou. Et tu sais, c'est comme j'ai dit, c'est cet exemple-là je sais pas comment, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Mais oui, voilà, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a besoin, on fait preuve d'une solidarité presque, je vais pas dire exemplaire, mais c'est pratiquement ça en fait. C'est aujourd'hui quand tu vois nombre d'associations, de mouvements collectifs qui se font tout autour des gens en difficulté, des personnes voilà, qui ont besoin de cette aide, on arrive à tendre une main. Et c'est vrai que quand on n'est pas dans ce type de mouvement de crise, on le voit pas, on le sait pas, et voilà. Et moi, je trouve vraiment que c'est un peu ça qui me fait du bien au moral, tu sais, de savoir que ça bouge ainsi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Moi, je voudrais ajouter une petite chose, si c'est possible. Immerger quelque chose. Par exemple, sur le quartier, je croisais des gens visuellement que je connaissais pas, mais que je croisais visuellement, et qui sont pas bénévoles, qui sont d'habitude très actifs professionnellement. Et là, du fait du confinement, de leur arrêt brutal d'activité professionnelle, sont venus en tant qu'habitants et volontaires. On n'est plus dans une forme d'action de bénévolat associatif. Là, on est carrément dans une réaction d'un volontariat solidaire de personnes le reste de l'année qui sont dans aucune association aussi, qui sont observateurs aussi du quartier. Ces personnes connaissent certaines associations, mais sont occupées durant parents d'élèves, profession libérale. Il y a des gens qui se sont motivés, et une forme de volontariat spontané. Spontané, ouais, ça c'est génial. Oui, je vois. C'est au niveau des volontaires, là, des habitants, c'est ce qu'il y a là. On a eu beaucoup de gens qui sont venus tout de suite en tant que volontaires spontanés habitants. Et c'est des gens que je croisais mais que je ne connaissais pas. Ouais, ça c'est génial. Ça c'est génial. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on dit qu'il y a 15 millions de bénévoles, par exemple, c'est rapporté plus à leur action dans le milieu associatif. Mais on a des personnes engagées sur un quartier, dans un immeuble, etc., qui peuvent aider des enfants dans leurs devoirs et tout, sans être forcément rattachés à une association. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du génie social. C'est qu'en fait,
vous avez toute une frange de la population qui aide, mais sous des formes complètement différentes, hein, qui vont aider la personne âgée du 5e, qui lui fait les courses régulièrement, etc., même en dehors du confinement. Mais ce sont des choses qui se font dans la vie de tous les jours. Ils ne sont pas, statistiquement, elles ne sont repérées nulle part. Et Ouais, heureusement. maintenant, je leur ai trouvé un nom. Hein. Je les appelle les invisibles. Ah, Parce que oui. j'ai réfléchi à ça et je me disais, oui, ces gens-là, je les connais. Mais oui, oui, ce sont des invisibles, mais qui sont Ah, très voilà. actifs. Voilà, ouais, c'est vrai. D'autres réactions, chers amis? Alors, voilà, pour cette émission spéciale Solidarité, plus que jamais, un grand remerciement à ces bénévoles, à ces professionnels, à ces volontaires, à ces habitants ou à ces invisibles, comme pourrait le dire Thierry. Et Thierry aussi, un grand merci à toi et à ton collectif de nous avoir partagé voilà, votre quotidien. Je le répète, un grand merci à tous ces héros qui travaillent dans l'ombre. C'est grâce à ce genre d'initiative que notre pays continue à fonctionner. Franchement, merci beaucoup. Merci.